Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Je reçois aujourd'hui Valérie Descamps. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice générale de Média Transport, présidente de l'UPE, c'est l'Union de la publicité extérieure. On va donc beaucoup parler d'affichage dans ce grand entretien. Le mot impact, déjà pour commencer, quel sens vous lui donnez dans votre métier, dans vos activités ? Contribution. Oui. Pour nous, c'est vraiment le sens de la contribution à l'intérêt général, à l'économie française. On a eu l'occasion de le démontrer dans 2 études en fait qu'on a menées avec KPMG. Une récente d'ailleurs sur la contribution justement financière à l'économie française. Il faut savoir que la publicité extérieure, donc c'est 1,5 milliard à peu près de chiffre d'affaires par an, à peu près 15 000 emplois directs et indirects. Et c'est surtout le seul média qui dépend du Code de l'environnement et donc, de fait, n'a aucune subvention, ne profite d'aucune subvention, à l'inverse des autres médias. Et non seulement on n'a pas de subvention, mais en plus, on contribue fortement, puisque 68% de nos chiffres d'affaires sont reversés à l'économie française. Sont redistribués à l'économie française. Mais alors, sous quelle forme ? Des services, des redevances, des loyers, c'est quoi ? Vous savez, évidemment, comme membre, le leader mondial, le groupe Deco, Média Transport, donc l'entreprise que je représente, qui est la 2e régie en France, le groupe Cities Média et le groupe Phoenix et beaucoup d'autres opérateurs en région. La contribution de nous tous, c'est une redevance forte. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 1 milliard d'euros qu'on a reversé ces 2 dernières années, plus des investissements pour les collectivités. Si on prend Deco, par exemple, ce qui est connu, c'est les abribus, qui sont vraiment, c'est de l'intérêt général, on rend service aux gens. Nous, dans l'environnement des transports, on contribue fortement avec la redevance financière qu'on verse, soit à la rénovation des gares et des stations, ou soit même au renouvellement partiel des bus électriques. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est le média qui incarne le plus l'impact justement à sa société, à son environnement. Ouais. Et puis il y a le message, l'affichage, la publicité extérieure, elle impacte nos vies par les messages qu'elle nous transmet. C'est quand même une responsabilité importante. Ça, absolument. C'est vrai que c'est un média extrêmement puissant partout. Effectivement, on a une vraie responsabilité parce que c'est des millions d'individus aujourd'hui qui nous regardent. Faut savoir, je m'adresse à l'homme de télévision, mais c'est vrai que l'affichage aujourd'hui, la publicité extérieure est plus puissante que la télévision. Parce que, en nombre de personnes touchées ? En nombre d'individus chaque jour. Et du coup, effectivement, ça nous donne une responsabilité énorme sur les messages. Nous, on est très strict. On travaille beaucoup étroitement avec l'ARPP, qui est l'ancien BVP, l'autorité de la régulation publicitaire, et donc qui nous oblige à avoir une modération très stricte sur les visuels. Alors, avec un niveau basique qui est, par exemple, est-ce que toutes les mentions obligatoires, sanitaires, par exemple, sont bien respectées ? Ça, c'est le niveau facile. Et après, on arrive sur des considérations parfois plus compliquées, parce qu'elles ont affaire soit à des questions politiques, religieuses ou de mœurs. Et on essaie, justement, de rester un média extrêmement neutre, et responsable aussi de ce point de vue-là. On y reviendra là-dessus parce que je trouve que c'est vraiment un chapitre intéressant, mais je voudrais bien qu'on prenne quelques minutes pour s'intéresser à vous, à votre parcours dans les médias et la publicité. Je crois que vous aimez oser, vous aimez prendre des risques, ça fait partie de l'ADN de Valérie Descamps ? Oui, c'est vrai que en fait, je me pose pas trop de questions. Quand je suis convaincue par quelque chose, je vois pas forcément le risque. J'ai plutôt l'envie de le faire, l'envie d'y aller. Ça marche pas toujours, mais on n'en meurt pas. Donc non, mais c'est ça qu'il faut retenir. Alors c'est vrai que d'ailleurs, je vais prendre l'exemple qui n'a pas forcément été le meilleur pour moi, quoique d'un point de vue personnel et intellectuel, sans doute l'expérience la plus riche quand j'ai repris la Tribune avec Alain Veil, où ça a été compliqué, très compliqué. Et je me souviens, à l'époque, feu Éric Israélevitch, qui était le patron des rédactions, c'était le 15 septembre 2008, si vous vous souvenez de cette date, la faillite de Lehman Brothers. Et on avait fait une tribune, et si Lehman Brothers s'était appelé Lehman Sisters ? Est-ce qu'on a eu la même chose ? Et en fait, l'idée derrière, c'était cette idée du risque.
Ouais. Est-ce que le risque est un attribut masculin, féminin? Tiens, c'est une de vos citations, pardon, je vais vous laisser conclure. Après, dans mon parcours, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnes qui ont vu en moi une propension à oser, mais je crois malheureusement que ce goût du risque est culturellement encore trop masculin. Ouais, Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est vrai, malheureusement. Ouais, c'est la réalité encore aujourd'hui. Oui, parce que quand vous voyez, par exemple, ne serait-ce que sur tout ce qui est entrepreneuriat, c'est intéressant de parler avec des fonds d'investissement. Moi, j'ai eu l'occasion d'en parler beaucoup avec eux. En fait, un dossier présenté, préparé par une femme n'est pas le même que celui par un homme, au sens où elle va demander beaucoup moins d'argent, parce qu'elle va être beaucoup plus prudente. Elle va être dans une approche pragmatique et elle va pas forcément oser dire assez rapidement il faut que je lève 20, 40, 50, 100 millions, ce qui n'est pas un problème, qui est moins un problème chez les hommes. Donc oui, malheureusement, ça continue. Oui, alors donc il y a un peu d'autocensure et puis il y a aussi des investisseurs qui sont souvent majoritairement masculins et qui vont peut-être, on le voit, hein, quand c'est deux femmes qui viennent présenter un projet de start-up, elles vont lever moins d'argent que quand c'est une femme et un homme ou quand c'est un homme seul ou deux hommes. C'est vrai, même si je trouve ça évolue. Les choses ont bien évolué quand même, il faut quand même reconnaître ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a encore certains secteurs, et la finance en particulier, c'est encore très, très masculin. Donc ceci explique peut-être cela, mais le risque doit plutôt être vu comme c'est très banal ce que je vais dire, mais c'est tellement vrai, ça doit plutôt être vu et vécu comme une opportunité. On est bien d'accord. La publicité extérieure représente aujourd'hui, c'est autour de 5% du marché publicitaire français. Ouais. C'est un grand média historique qui va bien, on peut dire ça comme ça, peut-être parce qu'il est moins impacté par le changement des usages, la numérisation, etc. Tout à fait. Etc. Alors, on a l'habitude de dire, quand on parle de notre média, publicité extérieure, c'est le plus petit des grands médias. Ouais. C'est de moins en moins vrai. Parce qu'en termes de part de marché, justement, celui qui résiste le mieux au tsunami, on peut dire ça, du digital, c'est précisément la publicité extérieure, la radio aussi. Il faut reconnaître, elle résiste plutôt pas mal. Ouais. Mais la publicité extérieure, vraiment, fait preuve de véritable résilience. Pourquoi ? Déjà parce que c'est un marché qui n'est pas trop fragmenté. Finalement, on n'est pas très nombreux. Ouais. Et ça, c'est important parce que... Ça permet d'avoir des acteurs puissants. Exactement. Et c'est important aujourd'hui d'avoir des acteurs puissants face aux géants qui sont face à nous. Et puis, je pense aussi que nous, on apporte aujourd'hui une véritable alternative au online. C'est-à-dire, on est tous... l'alternative aux médias digitaux, aux réseaux sociaux, etc. Mais une fois qu'on n'est plus là-dessus, on regarde son environnement, et l'environnement, c'est nous. On est dans la rue, on est dans les transports, on est dans les centres commerciaux. Et donc, on est... je pense, et je ne suis pas seule à le dire, le prochain grand mass média. On voit que la télé linéaire s'érode structurellement et c'est pas terminé. Et c'est pour ça qu'elle se réinvente par ailleurs, sur de la télé segmentée entre autres, mais pas que. Mais bon, pour l'instant, le gros de l'audience des groupes télé, ça reste quand même la télé linéaire. Là, on voit que ça baisse de façon extrêmement rapide, c'est en train de s'accélérer. Sur le online, on touche tout le monde, c'est vrai, les jeunes, mais pas que. Et finalement, en dehors de ces plateformes online, pour aller toucher dans la vraie vie, dans le réel, dans le offline, des cibles actives, jeunes, urbaines, en réalité, il n'y a que nous. Il n'y a que nous. En extérieur, la presse, malheureusement... Pour avoir travaillé des années, elle est aussi sur une tendance d'érosion forte. Donc, je pense que c'est ça qui fait qu'on résiste plutôt bien, c'est qu'il y a une très bonne complémentarité, en fait, entre l'usage aujourd'hui extrêmement important sur les devices, sur le online, et le rapport à la vraie vie dans son environnement physique extérieur. Mais alors, il y a quand même... c'est un média qui évolue, qui innove, il y a un affichage numérique aussi qui se développe et qui est en train de transformer
peut-être à la fois la créativité, l'efficacité de l'affichage extérieur. Vous avez parfaitement raison. C'est vrai que le vrai driver de notre croissance ces dernières années, c'est le numérique. Alors, ce qu'on appelle dans notre jargon à nous le DOH, alors, c'est quoi? Digital Out of Home, c'est tout simplement un écran numérique qui diffuse en boucle des messages publicitaires à peu près de 10 secondes, sans son. En général, on est dans des environnements qui l'interdisent. Où c'est pas pertinent. Et c'est vrai que, en fait, si vous voulez, au-delà de cette digitalisation de nos écrans, on les a surtout rendus plus intelligents. Et donc, on a aujourd'hui la capacité à faire des communications sur nos supports avec des agrégats de performance qu'on n'avait pas avant. Si je prends le cas, par exemple, de Mediatransport, que je connais bien, aujourd'hui, on est capable de calculer l'audience à la demi-heure par station de métro ou par grande gare partout en France. Comment vous faites ? Tout simplement avec des collecteurs qui sont installés sur l'ensemble de nos emplacements publicitaires. Du reste, le groupe de co-cities ont chacun leur solution. C'est quoi un collecteur ? C'est un collecteur de data, donc en fait qui marche. Calcule le nombre de personnes qui passent devant un écran, c'est ça ? Absolument. Alors, je vous rassure, tout est RGPD, tout est évidemment CNIL compatible, sinon on ne pourrait pas le faire, notamment dans les environnements publics. Autant vous dire que c'est extrêmement contrôlé et c'est tant mieux. Et oui, en fait, il détecte votre adresse MAC et on est capable, je ne sais pas que vous êtes Thomas Hugues, mais je sais que vous êtes entré à la station Charles de Gaulle Étoile, vous avez pris votre correspondance ligne 6 et que vous êtes sorti à la station Nation. Donc on arrive comme ça à reconstituer des parcours, des profils aussi. Et ça, c'est la vraie révolution de l'affichage. L'affichage, c'est longtemps vendu à la face. Aujourd'hui, on est capable de qualifier des cibles et des véritables réseaux. Et c'est une vraie révolution pour nous. On y reviendra dans un instant, parce que c'est la question que le DG d'Ecosem, qui était à votre place la semaine dernière, vous pose sur la personnalisation, jusqu'où on peut aller dans la personnalisation. Mais en vous entendant décrire finalement cette évolution de l'affichage, évidemment, c'est de la vidéo, donc c'est de l'électricité, c'est des données, c'est des data centers, etc. Comment vous conciliez cette révolution technologique et l'impact carbone de votre métier ? Alors, c'est vrai que c'est totalement contre-intuitif. Mais la digitalisation de nos inventaires nous a permis de diminuer tous nos émissions carbone et conso électriques. Comment c'est possible, ça ? Je ne comprends pas. Tout simplement parce que quand vous avez un écran numérique qui est capable justement de cibler précisément, alors le lieu on l'a nativement, c'est la force de l'affichage, c'est tout ce qu'on cherche sur le online aujourd'hui, c'est de la géolocalisation, parce que c'est à mobiliser. Nous on a ça nativement. Bon, donc en fonction du lieu de votre emplacement publicitaire, comme je viens de vous l'expliquer, en fonction des heures, on va savoir cibler. Ça nous permet de vendre plus cher. C'est quand vous avez une cible parfaitement ciblée, elle vaut plus cher qu'une cible pas ciblée. Ça, c'est basique en termes de marketing. Et donc, du coup, comme il nous permet de faire beaucoup plus de revenus, on n'est pas obligé d'avoir autant d'emplacements publicitaires. Donc, en fait, l'installation des écrans numériques nous permet de dédensifier fortement le nombre d'emplacements publicitaires. Ok, donc il y aura moins de panneaux d'affichage dans nos villes parce qu'on aura plus d'écrans numériques, si je comprends bien. Hein. Dans les gares, en France, nous avions auparavant à peu près 12 000 emplacements publicitaires. Papier, en grande majorité, rétroéclairé ou collé. Bon, tout ça, ça a une empreinte carbone aussi. Bien sûr, le papier, bon, c'est pas neutre. Aujourd'hui, il y a 3 000 écrans numériques. On a tout enlevé. Donc en fait, le fait de diviser par 4 le nombre de mobilier... Ce ne sont pas des usages qui s'empilent, parce que c'est souvent ça, hein, on se rend compte de ça. Ah ben non, à chaque fois qu'il y a un nouvel usage, en fait, on dit « Ah mais oui, c'est super, il va remplacer le précédent », sauf qu'il s'empile. Non, alors après, il y a des environnements où on peut tout digitaliser, d'autres où c'est moins possible, mais en fait, ça nous permet de faire plus de croissance avec moins de conso électrique et d'émissions CO2. Et c'est prouvé. D'ailleurs, l'UPE a été le premier média en 2022, a déposé son contrat climat et s'est engagé tout de suite à avoir des baisses de ses trajectoires carbone et électricité qu'on a déjà dépassées. On avait dit base 2019, on va réduire de 20%
nos émissions carbone à horizon 2025. On est déjà à moins 25%. D'accord. Par rapport à l'année dernière en 2024, ouais. par rapport à 2019, et on a l'objectif de les réduire de 48% à horizon 2030. Et la digitalisation, la numérisation, en grande partie permet ça. Oui, parce que encore une fois, elle nous permet de dédensifier. D'accord. Ce qui est aussi une demande, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, on dépend du code de l'environnement. Donc on a aussi une responsabilité par rapport à notre emplacement dans l'environnement, dans le paysage. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on préfère largement en avoir moins, mais qui soit beaucoup mieux placé et plus efficace. Bon, alors on en vient donc effectivement à cette personnalisation de la publicité. C'est la question donc, que Conor O'Ryan, qui est le DG d'Ecosem, a voulu vous poser la semaine dernière. On l'écoute. Bonjour Valérie, j'espère que votre interview s'est bien passée. J'avais une question pour vous par rapport à la publicité. Est-ce que vous voyez un futur où la publicité à l'extérieur s'adaptera à la personne qui la regarde? Et si oui, dans quel délai? Merci. Alors, on est un peu encore dans un film de science-fiction, mais pas tant que ça. Minority Report, oui, c'est ça. C'est le film de Spielberg auquel on pense tout de suite. En fait, c'est possible aujourd'hui. La technologie, elle existe déjà depuis un moment. On est capable aujourd'hui d'avoir justement des collecteurs qui font du profiling en fonction de votre visage. Et je vais être capable de dire, vous êtes un homme, vous êtes entre 35 et 50 ans. C'est gentil, vous m'avez rajeuni. Je vais avoir pas mal d'informations comme ça, mais automatisées. Et donc, qui vont me permettre en plus de pouvoir vous adresser un message comme on le voit dans Minority Report, quand vous rentrez dans le magasin de chaussures et qui vous dit « Bonjour Thomas, vos chaussures sont arrivées ». Bon, c'est possible. Par contre, ça ne l'est pas d'un point de vue RGPD. Donc le règlement général de la protection des données dit on ne peut pas faire ça. Non. Alors peut-être heureusement d'ailleurs. Hein. C'est ce que j'allais dire. Peut-être qu'il faut savoir garder quand même une maîtrise pour que cette publicité ne devienne pas trop invasive. Je pense que c'est ça qu'il faut trouver en fait. Et c'est ça qui est difficile, c'est qu'il faut trouver le bon équilibre entre l'efficacité et en même temps ne pas être intrusif, ne pas être invasif par rapport aux clients. Donc la question, elle est intéressante parce qu'encore une fois, de toute façon aujourd'hui la techno, elle est déjà sans limite. On peut déjà tout faire. À la fois passionnante et, pardon de vous interrompre, mais à la fois passionnante et quand même un peu inquiétante, parce que ce que vous décrivez, c'est du traçage permanent, hein, en fait. Alors dans un pays démocratique, avec un règlement qui a ses contraintes, mais qui existe, il y a des limites, mais dans un pays dictatorial, ça veut dire que... la plupart du temps, d'ailleurs, dans les pays dictatoriaux, vous avez un contrôle permanent des individus. Alors, bien sûr que ça fait peur. Peut-être que pour certains sujets, tout ce qui concerne la protection, la sécurité des gens, c'est important. Mais pour d'autres, je pense qu'il faut effectivement se réserver et rester quand même très respectueux, justement, de toutes ces règles. Mais on pourrait l'assouplir, ce RGPD, notamment dans le domaine de la publicité, pour parler de ce que vous connaissez. Oui, en l'occurrence, avec ce qui se fait déjà un petit peu dès l'instant où on est en opt-in, c'est-à-dire on demande le consentement actif à un individu qui est donc d'accord pour recevoir des publicités de tiers ou des partenaires, ce qu'on a tous aujourd'hui déjà sur Internet, vous dites refuser partiellement ou accepter tout. On pourrait tout à fait l'imaginer demain sur nos devices dans le transport, mais mon avis sur le sujet, c'est que s'agissant de notre média, ce serait une bêtise. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, la force qu'on a et l'avenir qu'on a, c'est de devenir le grand mass média. Donc mass média, c'est cette capacité à toucher des millions d'individus en même temps. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Ce serait un peu l'antithèse. Donc, nous, on part du principe que finalement, cette techno, elle existe aujourd'hui sur le online, sur le web mobile, sur le web tout court. On est dans cette complémentarité. Et de toute façon, d'un point de vue général, je pense que d'un point de vue vie privée, c'est pas plus mal qu'on en reste là aujourd'hui. Alors, on parlait de l'impact sociétal, du contrôle qui peut être
réalisé sur le contenu d'un affichage et d'une publicité. Il y a eu une polémique récente sur cette publicité qui vante l'adultère en disant qu'un amant c'est mieux qu'un antidépresseur et que ça creuse pas le déficit de la sécurité sociale. Bon, c'est fait pour choquer, c'est fait pour qu'on en parle. Bravo, c'est réussi, je suis en train d'en parler. Est-ce que c'est un message qu'on veut voir s'afficher dans le métro ? Écoutez, vous avez dû être confronté à cette question-là. Oui, parce que c'est sur nos réseaux et on est en plein débat là-dessus. Écoutez, je pense qu'on a une responsabilité en tant que diffuseur de s'assurer encore une fois que les règles, la réglementation, les lois en vigueur, etc. soient respectées. Je pense qu'il ne faut pas oublier le sens de l'humour. Cette campagne, elle peut choquer, certes, mais elle est drôle. Bon, alors après, l'humour, vous allez me dire, c'est quelque chose de tout à fait discutable. Nous, effectivement, on a reçu pas mal de messages en disant « Mais comment vous pouvez diffuser une campagne pareille ? Comment vous pouvez comparer ça à des... » Bon, nous, écoutez, on essaye Je vais être très honnête, moi, elle m'a fait marrer. Mais, il ne faut pas qu'on tombe non plus dans un côté trop régressif. C'est un peu ce qu'on constate en ce moment. Alors, c'était pour ça que je voulais aussi venir sur ce terrain, parce que comment vous choisissez ? C'est très personnel, vous le disiez à l'instant, l'humour, le niveau. Voilà, à quel moment on se dit, ça, non, il ne faut pas le faire. Et donc, on le censure, parce que c'est un acte de censure, ou alors au contraire, on se dit, c'est un peu limite, mais on peut oser. Alors, en fait, c'est pas du tout personnel. D'accord. Pas du tout. Au contraire, ça répond vraiment à des critères très précis. C'est-à-dire que nous, on part sur est-ce que les mentions obligatoires sont là ? Oui, non. Elles sont là. OK. Est-ce que le message n'a pas, par exemple, si on reste sur le sujet environnemental, quand nous, on a signé une charte là-dessus, pour que justement les allégations environnementales ne soient pas disproportionnées. Dès qu'on voit, pour n'importe quel produit, je vais reprendre une vieille phrase de Coluche, je lave plus blanc que blanc, ça passe pas. D'accord. Ça passe pas. Okay. Ensuite, tout ce qui va être trait à l'humour, dès l'instant où ce n'est pas diffamatoire ou comparatif ou je ne sais quoi, on prend. Mais la société, elle évolue. Il y a des publicités qu'on ne peut plus diffuser et qu'on diffusait il y a 30 ans. Et oui, et je ne sais pas s'il faut s'en réjouir. Moi, je trouve ça extrêmement triste parce qu'on a énormément perdu d'un point de vue liberté. Liberté individuelle, ça c'est clair. Mais même liberté collective. Aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est grâce ou à cause des plateformes qui, en fait, ça a toujours existé, je suis d'accord, pas d'accord, je suis choqué, pas choqué, sauf qu'aujourd'hui, sur les plateformes sociales, on a une telle répercussion, et malheureusement, on a telle communauté aujourd'hui qui sont radicalement opposées, qu'on n'arrivera jamais à faire l'unanimité. Donc nous, on est obligé de passer au-dessus et d'avoir des réflexes juridiques, réglementaires, déontologiques, plutôt que des avis personnels, et régulièrement les critiquer. Mais juridiquement, parce que ça nous arrive d'aller jusque-là, juridiquement, on nous donne raison. Donc, Glidden, certains jugeront que c'est de mauvais goût. Peut-être, moi, comme vous, ça m'a fait marrer et on n'a pas vu véritablement de problème. Chine, c'est encore un autre exemple. Chine, on n'a aucune raison juridique aujourd'hui de refuser Chine. Mais quand vous voyez que le gouvernement lui-même prend la parole, et puis en plus, avec ce qui s'est passé, ce qu'on a découvert sur les plateformes, là, tout de suite, du coup, on n'a pas voulu diffuser. Vous voyez, donc il y a une idée de contexte aussi qui doit beaucoup nous influencer. Ça veut dire refuser un budget important aussi. Oui. Mais oui. Et dans les temps difficiles du moment, ça ne nous fait pas dévier. Il faut on a une vraie responsabilité. Et on ne peut pas jouer avec ça. Je voudrais qu'on parle de l'intelligence artificielle. Vous dites l'IA, c'est un outil, ce n'est pas un remplaçant. La créativité restera humaine. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure, mais quel rôle l'IA prend, quelle place l'intelligence artificielle prend déjà dans votre métier, dans vos métiers ? Alors, dans les métiers de la communication, là je vais élargir un peu plus que la publicité extérieure, ça prend évidemment une place aujourd'hui dans tout ce qui est production des messages. Quand vous avez des agences de communication, vous avez des équipes qui sont là pour réfléchir, pour les directeurs de création, les directeurs artistiques, ceux-là, ce sont les plus grands assets des agences parce que c'est eux qui ont l'idée. Et l'idée,
je ne pense pas que l'IA, demain, est prête à nous en inventer. C'est ça le truc, c'est qu'il faut inventer à chaque fois des idées. Donc cette partie-là n'est pas, à mon sens, n'est pas inquiétée. En revanche, pour réaliser l'idée, pour la mettre en scène, pour en faire un film... Si on parle de films publicitaires, par exemple, il y a des films 100% IA qui sont sortis aujourd'hui. Donc, il y a des dizaines de personnes qui n'ont pas travaillé. Quoi. Oui. Et ça, c'est une réalité, et c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, là, pour le coup, une vraie inquiétude, parce que, effectivement, on a une productivité, et aujourd'hui, on le voit, enfin, c'est impressionnant, les progrès de l'IA, d'un point de vue image-vidéo, c'est hallucinant. On n'arrive plus à faire la différence, déjà. Donc, là, évidemment, il va se passer quelque chose. Alors, il faut, comme toujours, il faut se réinventer et trouver quels seront les leviers et les différenciants avec l'IA. Moi, je pense effectivement qu'il faut plutôt prendre l'IA comme une alliée tout en gardant la maîtrise. C'est ça le sujet, en fait. Des technos, c'est toujours le même sujet. C'est génial, ça nous fait gagner du temps, ça peut même nous rendre plus intelligents. Mais il faut en garder la maîtrise. Et je pense que c'est le grand risque qu'on peut avoir avec l'IA. D'ailleurs, la plupart des grands patrons le disent eux-mêmes. Il faut quand même rester vigilant sur ce point. Merci beaucoup, Valérie Descamps, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup et Innovation.